Je voudrais revenir sur la querelle des enfants trans. Ce qui fait débat aujourd'hui, ce n'est pas les trans eux-mêmes. Ça n'est pas non plus une question de vêtements, comme ça a pu faire débat autrefois à l'époque des émeutes de Stonewall à la fin des années 60 aux États-Unis pour les homosexuels. La loi a changé et maintenant chacun peut s'habiller comme il veut et c'est tant mieux. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on puisse s'en prendre au corps d'un enfant ou d'un adolescent dès lors qu'il serait diagnostiqué dysphorie de genre. Parce que dès lors qu'il est épinglé de ce diagnostic, et au nom du fait qu'il pourrait devenir trans, certains ont au fait de demander des traitements médicaux, voire même chirurgicaux, et pour des enfants ou des ados de plus en plus jeunes, alors que ces traitements sont irréversibles. Évidemment, on sait d'où viennent ces diagnostics, ils viennent du DSM. Et il n'est pas pour rien dans ce qui est en train de se passer. C'est un manuel qui fabrique les diagnostics à l'aide de statistiques et de découpage de TCC. Alors, il fabrique ces diagnostics essentiellement à partir de préjugés moraux. Et il laisse ces diagnostics tant qu'il n'y a pas des lobbies suffisamment puissants pour lutter et demander, exiger leur retrait. Quand ça arrive, le DSM retire le diagnostic et très vite, d'ailleurs, il le remplace par d'autres. On voit qu'on est très loin de la constitution d'un savoir. Et c'est flagrant à partir précisément du diagnostic de dysphorie de genre. Ce diagnostic apparaît dans les années 2013. Mais avant que ce diagnostic apparaisse, il y a d'abord eu le diagnostic de pathologie mentale nommée trans. Évidemment, il y a eu une levée de bouclier, un groupe de pression suffisamment fort, le DSM retire ce diagnostic, et dès qu'il l'a retiré, aussitôt, il en invente un autre qu'il a appelé le trouble des identités de genre. Évidemment, très stigmatisant, un groupe de pression assez puissant l'a fait retirer de DSM, et c'est comme ça qu'on a vu apparaître le diagnostic de dysphorie de genre. Évidemment, on ne peut que se féliciter que toutes ces minorités sexuelles, affublées de la catégorie maladie mentale, soient retirées du DSM, en tout cas tendent à l'être. Parce que, au fond, ces catégories font l'impasse sur la cause sexuelle inconsciente du symptôme. Cela dit, pour chaque humain, la sexualité va de travers. Donc, avec ou sans DSM, de toute façon, la sexualité fait symptôme. Face à la souffrance des enfants, les plaintes sont à écouter, mais surtout, elles sont à interpréter. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir répondre à l'enfant et faire résonner la cause inconsciente des symptômes. Cette cause, elle est faite avec des mots, avec des images, mais aussi avec une jouissance qui est paradoxale, puisqu'en même temps qu'elle satisfait, elle fait souffrir. Eh bien, quand on écoute et qu'on répond de la bonne manière, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un enfant peut, au fond, construire un nouvel équilibre. Donc, pour certains d'entre eux, de ces enfants qui ont été épinglés du diagnostic de dysphorie de genre, ils pourront se passer de technologies scientifiques. Et cela d'autant que près de 90% des enfants qui ont été épinglés de ce diagnostic ou qui auraient pu l'être, arrivés à l'âge adulte, ils regrettent ce choix. Et d'ailleurs, on voit apparaître les premières plaintes contre les médecins qui ont pratiqué ces traitements. Alors que, parmi les adultes, 5% seulement d'entre eux qui ont demandé, qui ont obtenu une réassignation, eux expriment un regret de ce changement. On voit donc que selon l'âge, évidemment, la perception de ce qui fait souffrir change énormément. Il faut ajouter encore ceci. Pour pratiquer des traitements qui ont des effets irréversibles, le médecin doit obtenir un consentement éclairé de son patient. Comment est-ce qu'on peut prétendre obtenir un consentement éclairé d'un enfant? Ça me paraît peu probable. Un enfant n'est pas un adulte, c'est un être en devenir. Ce qui veut dire que son désir, sa jouissance, ne sont pas fixés. Alors, les droits de l'enfant ont des progrès à faire. Et peut-être que le premier droit de l'enfant, ce serait de pouvoir l'assurer du respect que les adultes ont envers lui. Les adultes, c'est-à-dire évidemment ses parents, mais aussi bien les figures d'autorité qui prennent soin de lui.
Alors, l'adulte est responsable de ses choix devant la loi. Mais ce n'est pas le cas des enfants. Ce qui veut dire que les adultes qui prennent soin des enfants ont une responsabilité qui est à la fois morale et juridique. Par ailleurs, Freud remarquait, sa pratique lui a enseigné que, dès l'enfance, la vision de la différence des sexes provoque une horreur qui va faire trauma. Et le trauma est tel qu'il est nié. Simplement, les conséquences de ce trauma seront différentes selon la modalité de la négation en jeu. C'est le mérite de Freud d'avoir montré que pour chacun, les symptômes sont liés aux décisions qui doivent être prises dans le problème de la sexuation. Chacun est confronté à ce problème et il doit apporter ses réponses. Mais ces réponses vont jamais tout à fait bien, alors elles font symptômes. Cela dit, les symptômes sont remaniés pendant l'enfance, à l'adolescence et à l'âge adulte. Un siècle après sa découverte de l'inconscient, Freud nous précède encore. Parce que la prétendue dysphorie de genre recouvre en réalité un problème plus complexe. Les symptômes mobilisent des réponses qui sont singulières. En particulier un choix de jouissance qui est singulier, des objets d'amour singuliers, identification et fantasmes parfaitement singuliers. Donc, on peut dire que depuis que les minorités sexuelles réussissent à se faire entendre, il y a eu des batailles fort utiles avec les discours dominants, et en particulier avec la médecine, la justice et la loi. Et il y a eu une série d'avancées dans nos sociétés démocratiques que l'on peut saluer. Mais ces batailles n'ont que peu de poids sur la modalité de fabrication des symptômes, et en particulier sur les refoulements, les forclusions, les dénis, les démentis. Un autre point de vue maintenant. Hommes et femmes, ce sont des signifiants, et rien que des signifiants, dont d'ailleurs il n'y a pas de corrélat dans l'inconscient. Les rôles sexuels, ce sont des semblants, portés par des discours, et qui doivent traiter la jouissance. Or, la jouissance est asexuée, alors que l'humain, lui, a une fonction et une position sexuée. Donc on se trouve déjà avec 3 niveaux de complexité, et encore, je ne dis rien de la logique des jouissances, jouissance phallique, jouissance féminine, ajoutons même la jouissance pulsionnelle, lesquelles jouissances phalliques féminines n'ont rien à voir en plus avec l'anatomie. Donc, du côté de la sexualité et de la sexuation, ça ne va pas de soi. Certes, à l'époque de Freud, le symbolique est puissant, et au fond, les rôles hommes-femmes sont assez précis. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le symbolique est érodé, et donc les rôles sexuels sont beaucoup plus flous. Et donc ça donne une nouvelle forme du malaise dans la civilisation. Le malaise dans la civilisation, le docteur Lacan l'a épinglé avec son fameux « il n'y a pas de rapport sexuel ». Précisons, il n'y a pas de rapport sexuel qui puisse s'écrire dans la structure. Eh bien, tout ce qui va venir à la place de cette impossible écriture va faire symptôme. C'est le cas des discours dominants, c'est aussi le cas des discours tenus par des minorités et en particulier LGBTQIA+. Tout ce qui fait évoluer les discours dominants est évidemment le bienvenu, mais ça ne suffit pas. Il faut aussi pouvoir faire entendre la dignité du symptôme dans ce qu'il a de plus singulier. Les vicissitudes du droit, de la médecine, de la justice montrent que quand les signifiants maîtres sont refoulés, il n'y a plus de prise sur la jouissance. Pourtant, la jouissance doit pouvoir inclure une limite. À cet égard, au sujet des enfants, la limite exige de reconnaître qu'ils ne peuvent pas faire les mêmes choix que les adultes. Il y a sur ce point précis un vide juridique. Bien sûr, le législateur va s'en emparer. Il me semble donc important que les psychanalystes puissent prendre part au débat parce que leur voix peut en éclairer plus d'un.